Merci. Je remercie les co-autrices d'être avec moi ce soir, aujourd'hui, pour la présentation de ce livre qui est franchement une lecture fort intéressante. Et cette semaine, je lisais par hasard comme ça un texte où on disait en fait que c'est le propre d'un mythe d'avoir peu à voir avec la réalité. Et je crois que c'est tout à fait de circonstance. J'avoue que c'était une lecture qui est assez confrontante, là, un peu provocante, parce que moi, j'ai la version de l'histoire vue du Québec, celle qui a été mise de l'avant par le gouvernement et par Hydro-Québec, et c'est pas l'histoire au complet, c'est ce qu'on apprend dans ce livre, fort intéressant. Et d'ailleurs, j'avais, petite parenthèse, l'entente qui a été, le protocole d'entente qui a été signé et qui a été déchiré depuis là, pour renégocier le contrat, j'avais toujours, souvent on me posait la question, surtout les gens de Terre-Neuve, est-ce que le contrat, est-ce que c'est un bon contrat, tout ça? Je dis, il est très certainement légal, mais peut-être qu'il n'est pas tout à fait moral. Alors, c'était la position que j'avais et je pense qu'il y a des éléments de réponse dans le livre. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la conversation. Ça va se dérouler comme suit. On a identifié les thèmes dont on veut vous parler. Très certainement, on ne pourra pas tout aborder ce soir, mais l'idée, c'est de vous donner envie de lire cet ouvrage fort intéressant. Si tout va bien, il nous restera un peu de temps à la fin pour prendre quelques questions du public. Alors, sans plus tarder, pour passer à la première diapo, s'il te plaît. Donc, le tout premier thème, en fait, c'est sur le thème de l'oubli. Et dans l'ouvrage, au tout début, une citation qui traduit bien ça, de M. Jeremy Bannister, un historien, qui dit que personne ne veut oublier au sujet de Churchill Falls, mais personne ne semble vouloir en savoir grand-chose non plus. Je pense que c'est ce qui un peu... c'est depuis le tout début de ce projet-là, en fait, que cette citation-là nous rappelle qu'on ne sait toujours pas tout ce qui s'est passé. Et dites-moi comment l'ouvrage répond à ce paradoxe. Merci beaucoup pour l'introduction. En fait, selon nous, même si beaucoup d'encre s'est coulée dans les médias au sujet de Churchill Falls depuis sa conception et sa construction, il n'y a pas eu aucun livre, ni en anglais ni en français, sur le projet depuis 1975, soit l'année précédant la mise en service du barrage. Donc, au Québec, bien sûr, on a écrit beaucoup sur Hydro-Québec, l'hydroélectricité, l'ingénierie québécoise et les grands chantiers du Nord, mais Churchill Falls y figure très rarement, juste brièvement. En plus, quand ce projet d'envergure est mentionné, c'est souvent de passage, justement. Donc, à Terre-Neuve, bien sûr, il y a eu des articles scientifiques sur Churchill Falls, mais l'accent a surtout été mis sur le contrat, donc, et non toute sa globalité. Donc, cependant, cette histoire a forgé les nationalismes et les identités des deux côtés de la frontière qui perdurent jusqu'à nos jours. Donc, nous souhaitions comprendre cette histoire dans son ensemble, des circonstances préalables telles que la Confédération de Terre-Neuve en 1949 et la Révolution tranquille au Québec, jusqu'au développement de Muskrat Falls dans les années 2010, en passant par tous les procès juridiques des années 80 qui ont généré plus de 40 000 pages de témoignages, d'affidavits, et d'autres documents qui ont été analysés pour la première fois dans le cadre de notre ouvrage. Nous avons aussi voulu remettre le Labrador au centre de l'histoire, souvent présenté comme un conflit entre Québec et Terre-Neuve, mais qui ont tous les deux traité ce territoire habité depuis des millénaires comme un terra nullius, un vide sur lequel ils pouvaient bâtir leur rêve de développement, un thème que Camilla pourra aborder plus tard. Donc voici je passe la parole à Camilla. Merci Martine, merci Louis. En fait, pour reprendre la question avec laquelle tu as commencé, je crois que la réponse elle va être différente d'un côté et de l'autre de la frontière. Puis nous, pour la répondre, c'était important d'intégrer cette histoire dans un contexte, le contexte de Churchill Falls, dans un contexte historique beaucoup plus large. Et c'est pour ça qu'on s'est attardé au concept de territoire, de souveraineté et d'identité nationale. C'est avec la promesse de construire une identité nationale, aussi avec l'idée de construire une société moderne, économiquement autonome, souveraine, que les dirigeants du Québec et de Terre-Neuve se sont tournés vers leur nord respectif, non pas pour les habiter ou pour les développer nécessairement, mais pour en extraire les ressources naturelles pour le développement des populations du Sud. C'est donc dans ce contexte que Churchill Falls prend forme, en fait. Et nous, ce qu'on voit, c'est que c'est des promesses qui, en fait, quand on les regarde maintenant dans une perspective historique, c'est en fait des mythes. Des mythes parce que, premièrement, ils effacent d'autres nations au sein même du territoire que l'on assume comme nôtre.
Mais aussi, c'est un territoire, la manière comme on le comprend en géographique, c'est que le territoire se construit toujours de manière relationnelle, avec d'autres territoires et d'autres dynamiques externes. Donc, il n'y a rien de tel qu'une souveraineté territoriale. Et le discours et cette promesse peut parfois, dans des situations où on a des relations de pouvoir asymétriques, peut devenir néfaste pour d'autres populations. Et c'est pour ça un peu notre titre de Maître chez eux, en fait. Et donc, si on pense à Terre-Neuve, c'est sûr que la réponse à cette question va venir toujours avec un sentiment d'échec et de honte collective, comme Catherine nous en a souvent parlé. Mais si on regarde du côté du Québec, pourquoi on n'en parle pas, et c'est une chose aussi qu'on a parlé avec Louis, c'est que ça vient déstabiliser les bases fondatrices du grand discours de Maître chez nous. Dans ce cas-ci, on est dans une histoire du Maître chez nous qui, en fait, quand on le regarde de plus près, c'est aussi fait au détriment d'écosystèmes et de populations dans la péninsule du Québec et Labrador, mais aussi au détriment, jusqu'à un certain point, du développement économique de Terre-Neuve. Et ici, je vais passer à des témoignages de Angela Antle qui commente notre livre. Elle nous présente 2 œuvres d'art où Churchill Falls, elle nous montre en fait comment Churchill Falls occupe le Labrador et Terre-Neuve avec un sentiment de honte et de dépossession. Bonjour tout le monde. Thank you, merci to Catherine Furlong and to Louis Beaumier for the invitation to speak to you tonight. And congratulations to co-authors Martine Verdi and Camila Pentino Sanchez on the launch of Maître chez eux. I'm an artist and energy researcher from Newfoundland and Labrador, and I'm here to talk to you about how Churchill Falls continues to shape culture and energy futures here in Newfoundland and Labrador. This image is a photo collage by the artist Rhonda Pelly. It's from her political tarot project called Certain Strange Visions, very darkly humorous project. And the circle at the center of the palms is a photograph of what used to be a 75-meter fall of water at what became known as Churchill Falls. It was said you could hear the roar of that water for up to 16 kilometers away. Here's what Pelly says about the image. The Ace of Discs is the seed of material power. The seed is water. Water is life. The promise of the deal. 2 businessmen trade this seed. I was thinking, she says, of the deal made between Newfoundland and Quebec, though it encompasses much more than that. Behind the shaking hands, she's put a pattern akin to a tablecloth. This business transaction, she says, this trading of land and environment is normalized in a domestic setting, never to be questioned, a domestic veneer masking extraction. And if you look closely at the design of the tablecloth in the circle, you can see the animated character of Reddy Kilowatt, the character who represents electricity. This is Our Mother, Our Earth, Our Mother, which was carved by Labrador Inuit artist Billy Gauthier. This is carved from a fin whale skull, the 2nd largest mammal on Earth, and this carving weighs over 600 pounds. Here's some of what Gauthier said about the sculpture. She represents my ancestors. They were at peace because they listened to our ultimate mother. From the moment their feet touched her frozen lands and waters, our Inuit lands, our Inuit Nunangat. When our expansive mother spoke sternly, they quickly changed their ways to please her. The earth provided our ancestors with a Bible through her voice, and our culture was born through listening and obeying. Alors, je pense que cette œuvre du peuple inuit met bien la table pour la prochaine question, en fait, qui est la question des superpositions de dynamique coloniale. Et tout le long de l'ouvrage, en fait, on parle beaucoup de réclamation territoriale, hein, c'est pour du Labrador, le combat entre Québec et Terre-Neuve pour se revendiquer du territoire. Et donc, c'est ça qui vous mène à dire que le Labrador est au centre d'une superposition de dynamique coloniale. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ça? Oui. Dans le livre, on parle du Labrador comme une colonie dans une colonie. En ce sens où les dirigeants de Terre-Neuve agissent effectivement comme colonisateurs dans ce territoire, mais aussi parce qu'on voit Terre-Neuve comme une province qui subit encore son passé colonial.
ce qui pour nous explique en partie ces crises économiques chroniques qui remontent depuis son statut, avant d'obtenir son statut de dominion de l'Empire britannique, mais aussi après son intégration tardive dans la Confédération canadienne en 1949. Dans chacun de ces statuts, Terre-Neuve s'est constamment vue contrainte économiquement, soit par l'Empire britannique, par le Canada, par des accords que ces deux entités ont faits avec d'autres acteurs externes, notamment qui ont contraint notamment l'industrie de pêche de Terre-Neuve, qui est très importante pour son économie. Mais aussi, maintenant, qu'est-ce qu'on voit avec Churchill Falls, c'est que ça vient répéter un peu cette histoire dans le sens où le contrat est venu limiter son autodétermination en politique énergétique. C'est dans ce contexte de contraintes économiques historiques, mais aussi avec un rêve d'appartenir à ces grandes ligues économiques et coloniales, que plusieurs premiers ministres ont constamment opté pour l'option de donner des concessions à Terre-Neuve sur l'île même, mais aussi et surtout au Labrador, pour de l'extraction minière, la construction de bases militaires et la construction de barrages hydroélectriques. C'est aussi dans cette dynamique que les dirigeants ont nommé et renommé des sites du Labrador sans même les avoir fréquentés. C'est le cas de Churchill Falls, qui en fait se nomme la Grande Rivière Mistachipu en Inuaimun. Celle-ci a été nommée Hamilton River en 1839 et ensuite Rivière Churchill en 1965, au nom de Winston Churchill, simplement parce que le premier ministre Joey Smallwood avait une fascination pour ce personnage. Et en ce sens, la citation de Lynn Fitzhugh, qui est une labradorienne qui a écrit un ouvrage vraiment inspirant pour nous, elle dit « C'est ainsi que ceux qui n'avaient jamais ressenti sa grandeur ont commencé à la lui enlever. D'abord en changeant le nom pour Hamilton, puis fleuve Churchill, en référence désinvolte aux hommes dont l'indifférence envers le Labrador dépassait même la leur. » On trouvait cette citation vraiment parlante. C'est aussi dans cette dynamique, comme je disais, de contraintes économiques que ce premier ministre, Joseph Smallwood, dans le rêve de moderniser la société terre-neuvienne par l'électrification et la création d'emplois industriels, est allé chercher des investisseurs britanniques pour conformer Brinco, qui est la British and Newfoundland Corporation. Brinco, qui a créé une filiale, la Churchill Falls and Labrador Corporation, la CFLCO, qui a obtenu un bail renouvelable de 90 ans pour développer tous les bassins versants du haut et du bas Churchill, en faire ce qu'ils voulaient avec ses ressources hydriques. C'est de là qu'est né Churchill Falls, le projet, le barrage. Et tout évidemment, dans cette vision qu'on n'arrête pas de parler, de la vision du Labrador comme une terra nullius, un espace qui est là, prêt à être exploité par ceux qui ont le pouvoir de le faire. Et on voit que cette histoire se répète encore, notamment avec le projet de Muskrat Falls et éventuellement avec le barrage de Gull Island. Le terme région ressource, on parle du Nord comme une région ressource, ouais. On oublie effectivement tout le reste. Ouais. Et donc, la question de la frontière, hein, on parle de, oui, il y avait cette guerre pour la dynamique coloniale et donc comment se partage le territoire du Labrador et ça revient aussi beaucoup dans l'ouvrage, comment le territoire de la frontière et la définition du Labrador a évolué beaucoup dans le temps. Et c'est central à l'histoire. On ne peut pas parler de Churchill Falls si on ne parle pas de la frontière. Donc, dites-nous un peu comment cette frontière-là, comment cet enjeu-là a permis l'enjeu s'est évolué entre Québec et Terre-Neuve. Bon, pour commencer, il faut dire que pour nous, le concept de frontière, on le voit en fait comme un instrument de pouvoir symbolique, discursif et institutionnel. Et d'autant plus quand la frontière naît d'un projet d'État, comme c'est le cas ici. Et en ce sens, on a un rôle extrêmement important, autant dans la création de cette idée de territoire, dans l'accès aux ressources, mais aussi dans la construction d'une identité nationale. Et ces trois aspects sont extrêmement importants à tenir en compte pour comprendre comment la frontière a joué un rôle déterminant dans comment le contrat de Churchill Falls s'est forgé. Pour expliquer un peu c'est quoi la question, la controverse alentour de la frontière,
c'est qu'en fait, le Labrador a été divisé de manière arbitraire selon le terme côte, c'est-à-dire le territoire drainé par les rivières se jetant dans l'Atlantique. C'est ce territoire qui a été donné à Terre-Neuve au Labrador, alors que les rivières qui se jetaient dans le Saint-Laurent étaient données à Québec. Au moment où on ne connaissait pas très bien l'intérieur des terres labradoriennes, on pensait réellement que ça correspondait, si on voit la première, 2, 3, 4, la 6e carte, on croyait que ça correspondait réellement aux côtes. Quand on explorait davantage l'intérieur des terres, notamment pour répertorier les ressources naturelles de la région, on s'est rendu compte que les bassins versants rentraient vraiment plus à l'intérieur du territoire, ce qui a donné aujourd'hui forme au Labrador tel qu'on le connaît maintenant. Au moment où ça avait été établi au début comme côte, ça posait problème à personne. C'est surtout quand on a compris la richesse en ressources hydroélectriques, et pas hydroélectriques, en ressources naturelles en général, que c'est devenu problématique. C'est à ce moment-là que le Québec a décidé de ne pas reconnaître cette frontière. Et ça, c'est actuel. La frontière n'est pas reconnue. On le voit dans toutes les cartes officielles du Québec, même d'Hydro-Québec. C'est une ligne pointillée et c'est dit, c'est une frontière non définitive. Petite parenthèse historique qu'il faut quand même rappeler, c'est que dans les années 30, alors que Terre-Neuve était encore une fois dans une difficulté économique, et le premier ministre a tenté de vendre le Labrador au Québec, et même à rabais, pour 15 millions de dollars. Et le premier ministre du moment, Taschereau, a refusé en pensant qu'il pourrait obtenir ce territoire gratuitement, éventuellement. Fin de la parenthèse historique. Le fait, c'est que la frontière demeure comme ça, contestée. Et pour nous, cette façon d'agir, de laisser la frontière en fait contestée, mais là quand même, a joué un rôle extrêmement important dans comment le Québec a pu instrumentaliser cette frontière pour son grand avantage. Premièrement, parce que ça a pu placer Hydro-Québec comme le seul acheteur de toute l'énergie de Churchill Falls et ainsi de lui donner un grand levier de pouvoir dans les négociations de ce contrat, comme pour établir un tarif au kilowattheure de 0,02 centimes, autrement dit presque gratuitement. Deuxièmement, la frontière non reconnue a participé à maintenir ce sentiment d'injustice lié à toute cette question de souveraineté, d'identité nationale qui émerge de la Révolution tranquille, qui a mené dans une narrative, qui mène encore une narrative populaire où on légitime en quelque sorte une espèce d'apathie envers les difficultés de Terre-Neuve. Et je voulais juste lire une citation avec laquelle on ouvre le livre. Tu peux me tenir ici, s'il te plaît? Attends, je vais prendre le micro. Parce qu'elle est assez parlante. C'est une conversation à la radio, à Radio-Canada, entre Joël Lebigot, animateur, et Michel Nadeau, directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques. C'est une conversation qu'il y a eu à la radio en 2020. Lebigot lui dit « Je suis en détresse chaque fois que je vois une carte du Québec puis que le Labrador n'est pas là. Je veux qu'on investisse de l'argent pour acheter le Labrador. Pensez-vous qu'il va être à ce point pogné à la gorge qu'ils vont nous la revendre? » Nadeau lui répond « Être un propriétaire d'un terrain, surtout dans ces régions-là, c'est l'accès aux ressources qui est important. Est-ce qu'on va avoir accès aux ressources dans cette région-là? À cause de Churchill Falls, depuis 1969, il y a un blocage. Mais là, Mme Brochu pourrait réécrire une page de l'histoire en essayant de trouver une solution à cette histoire-là. » Mme Brochu, c'était la PDG d'Hydro-Québec entre 2020 et 2023. Et cette citation est extrêmement parlante pour faire le point sur ce sentiment d'injustice qui perdure encore aujourd'hui et qui légitime une certaine apathie. Mais l'autre point qu'on fait avec cette citation, c'est la méconnaissance absolue de l'affaire Churchill Falls ici au Québec. On pense que c'est un blocage. Mais nous, ce qu'on voit dans le livre, c'est au contraire, ça a été une source de richesse énorme pour Hydro-Québec et pour le Québec en conséquence. Je veux juste passer à la prochaine carte pour montrer
oui, dans le fond, ici, on voit ça, c'est une carte d'Hydro-Québec. On voit la frontière en lignée, c'est écrit que c'est non définitif en haut à gauche, à droite, pardon. Et on voit que toute la ligne électrique se dirige surtout vers les États-Unis, donc c'est acheté à 0,2 cents pour être vendu à 700 fois le prix, à peu près. Et j'aimerais passer aussi à la prochaine diapo pour dire que cette frontière continue d'être mobilisée tout le long de cette histoire. Dans les années 80, quand Terre-Neuve a voulu rouvrir le contrat pour le renégocier, revoir les termes, il y avait un refus catégorique de la part des dirigeants de Hydro-Québec, mais aussi des premiers ministres à l'époque. Et leur seule condition pour ouvrir ce contrat-là, c'était de leur donner le territoire assuré, de le céder au Québec. Pourquoi ce territoire qui correspond à 2 millions d'hectares? C'est parce qu'en fait, il y a la naissance de 5 rivières là, qui sont stratégiques pour Hydro-Québec pour continuer à développer des barrages hydroélectriques. Cette frontière, elle est essentielle à cette affaire de Churchill Falls et toute cette vision d'expansion hydroélectrique dans les deux provinces. Voilà. Merci. Donc, on a parlé dynamique coloniale et la question de territoire, question de frontières. Ça nous mène pas mal maintenant à parler du titre, là. Maître chez eux. Redonner, on commence à le comprendre un peu, mais allons un peu plus en détail dans qu'est-ce que vous entendez par ce titre de Maître chez eux, les arguments qui amènent ce titre-là. Tout à fait. Merci Louis. Merci tout le monde d'être là. Et donc, on avait il y a deux sens à ce titre-là. Et donc, déjà, Camilla les a explicités un peu, mais plus directement. Donc, d'un, que pour devenir maître chez nous, il a fallu aussi en partie devenir maître chez eux ailleurs, et ce contexte de superposition coloniale au Labrador. Et donc, de deux, c'est de revendiquer une ouverture de concepts tels que souveraineté, l'État, etc., d'où il n'y a rien qui existe ou se développe en vase clos, sinon tout développement, épanouissement, etc., se fait en relation avec d'autres territoires, d'autres peuples, etc. Et donc, ici aussi, le sous-titre, c'est Churchill Falls, la fondation d'Hydro-Québec au Labrador. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est qu'en fait, Churchill Falls constitue une pièce manquante de l'histoire d'Hydro-Québec et ainsi de la Révolution tranquille et de la société québécoise. Et donc, pourquoi on pourrait dire ça? Donc, c'est un peu indiqué ici dans ces deux citations de Robert Boyd et de René Lévesque, qui datent de 1966, lors des périodes de négociation. Et donc, ce dernier, Robert Boyd, il caractérise Churchill Falls comme la planche de salut d'Hydro-Québec. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Et donc, il y a deux raisons pour lesquelles Churchill Falls serait central à cette histoire d'Hydro-Québec et du Québec, en fait. Et ce serait d'un, une histoire, un apport économique, donc on a déjà écouté de Camilla. Je vais aborder un peu plus. Et aussi que Churchill Falls fonctionne de pré-terrain pour le développement d'autres grands barrages plutôt associés avec Maître chez nous, dans la baie James, par exemple. Et donc, pour la partie économique, donc à l'époque où ce contrat est signé, du développement de Churchill Falls, le taux d'intérêt des prêts, ils sont très élevés. Ils vont continuer de grimper jusqu'au début des années 80, où ils vont atteindre des seuils de 20 voire 21%. Hydro-Québec aurait besoin d'investir 16 milliards de dollars dans un chantier pour développer l'équivalent des 5100 mégawatts qu'ils obtiennent de Churchill Falls, avec un investissement beaucoup moindre d'environ 1 milliard. Et donc, avec les apports de Churchill Falls, Hydro-Québec peut repousser ses projets de construction, qu'on va voir maintenant dans quelques graphiques. Donc, dans la figure 4.1,
On peut observer la croissance des ventes en bloc d'Hydro-Québec qui grimpe 8 fois entre 1969 et 1977. Et donc, rappelons que la centrale de Churchill Falls est en service, donc commence à produire de l'énergie depuis 1971 et est achevée en 1976. Donc là, c'est production maximale. Dans la figure en haut à droite, on observe l'énergie produite et disponible au Québec, ainsi que le ralentissement des constructions d'Hydro-Québec durant la construction de Churchill Falls. Donc, ça serait la ligne au milieu, hein, qui aplatit un petit peu, tandis que l'autre grimpe. Dans la ligne en bas, genre la dernière ligne, oui, on observe également un pic des achats d'énergie par Hydro-Québec qui multiplie par 8 fois entre 71 et 76. Donc, plus de 90% provient de Terre-Neuve. Et donc, je vais juste... Oh, pardon, j'ai manqué une figure. C'est la ligne de l'énergie qui est en fait disponible à Terre-Neuve, et les autres lignes, l'écart, c'est l'exportation qui va en fait vers Québec et Hydro-Québec. Donc, en continuation, à la gauche, figure 4.8 montre la forte augmentation des ventes totales d'électricité d'Hydro-Québec, qui vont multiplier 4 fois entre 1971 et 1980. À droite, on observe une forte croissance des actifs totaux de l'entreprise étatique, ainsi que l'écart croissant entre ses actifs et sa dette à long terme, malgré les investissements dans les chantiers du Grand Nord. Ainsi, à cette époque-là, Churchill Falls représente le tiers de l'énergie d'Hydro-Québec. Et dont l'équivalent de la moitié est exporté, qui a pour profit 750 millions en 1979, qui veut dire 3 milliards en monnaie d'aujourd'hui. Et donc, en 1981, Hydro-Québec devient l'entreprise industrielle le plus rentable du Canada. Et donc, en deuxième lieu, c'est cette idée de pré-terrain. Donc, pourquoi Churchill Falls serait fondamental à cet épanouissement de la Révolution tranquille. Et donc, le plus grand barrage du réseau d'Hydro-Québec à l'époque n'atteint pas 1700 MW. Tandis que le barrage de Churchill Falls est de 5400 MW. Et donc, Churchill Falls, à l'époque, serait la plus grande barrage du monde et sa cavité à 305 mètres de profondeur, la plus profonde. Cette cavité et cette taille de barrage est dépassée par la centrale de Robert Bourassa en 1981. Mais jusqu'à aujourd'hui, Churchill Falls demeure la deuxième plus grande barrage du réseau d'Hydro-Québec et parmi les 10 plus grands du monde. Donc, c'est un énorme chantier dans le Grand Nord, dans un territoire éloigné et compliqué. Et donc, lors de la construction, même si le contrat stipule qu'il faut favoriser les travailleurs et les équipements de Terre-Neuve, lorsqu'il est faisable et économique de le faire, donc c'est 3 paroles qui vont être très importantes dans cette histoire, faisable et économique. La majorité des postes de gestion seront occupés par des Québécois et les matériaux viendront majoritairement du Québec. Les 11 turbines, donc on voit en partie ici, et groupes générateurs du barrage sont conçus et installés par les entreprises québécoises. Le Churchill Falls Machinery Consortium est composé de 3 entreprises québécoises, dont Marine Industries de Sorel, qui deviendra également responsable de la conception des turbines pour des centrales hydroélectriques dans la baie James. Donc ici, on voit les turbines et aussi Jeannot Boudria qui travaille à leur installation. En fait, de nombreux ingénieurs québécois saisissent l'occasion qu'offre Churchill Falls pour faire valoir leur expertise au sein d'une industrie en pleine expansion. Certains de ces ingénieurs vont se connaître lors de ce chantier-là,
former des entreprises de génie conseil qui vont aussi travailler dans la baie James. Toutefois, pour les habitants de Terre-Neuve et encore plus du Labrador, la notion de faisable et économique permet leur exclusion des meilleurs postes en raison de leur développement économique, technique et éducatif moins avancé. Ces trois paroles, faisable et économique, font en sorte que l'efficacité maximale au moindre coût prime. Cette approche dominante dans la prise de décision correspond à ce que Janice Grostein appelle le culte de l'efficacité, où l'efficacité devient un fin en soi, détachée des objectifs des sociétés qu'elle devrait servir. Le résultat est un développement inégal entre le Québec, le Labrador et la Terre-Neuve. Oui, ça nous amène à parler de l'ampleur du projet, cet immense chantier qui était une première. On n'avait jamais rien vu d'aussi gros. La question de l'employabilité faisable et économique, la question de, peut-être, on prétextait un manque de compétences techniques chez les employés de Terre-Neuve. Et on a beaucoup donc parlé dans les médias à l'époque de cette espèce d'asymétrie, là, ou cette inéquité dans l'attribution des emplois. C'est surtout de ça dont on a entendu parler. Mais on n'a pas beaucoup entendu parler de la réalité sur le terrain, parce que c'est quand même des êtres humains, surtout des hommes qui ont travaillé là-dessus. Pas que, mais parlez-nous donc un peu de cette réalité sur le terrain de ce grand chantier qui était probablement très dangereux. Oui, et donc ça en fait c'était une de mes parties coup de cœur de cette recherche-là, c'est de découvrir tous ces personnages-là dans les archives. Et donc, le chantier de Churchill Falls était bien plus cosmopolite qu'on ne l'imagine souvent. Ça devient une opportunité pour une grande diversité de travailleurs venus non seulement du Québec et de la Terre-Neuve, mais aussi du monde entier, et dans une moindre mesure du Labrador. Donc, ici, on a trois de ces personnages. On a Guy Vateli, chef cuisinier. C'est un Français avec un long CV en restauration en France et à Montréal, avant qu'il arrive à Churchill Falls. Et tout le monde dit que la bouffe est en fait très bonne. Jerry Gilhooly, au milieu, il vient de Vancouver et il représente une catégorie de gens qui se retrouvent à Churchill Falls, qui vont de chantier en chantier à travers le nord canadien. Et donc, ils ont passé leur vie souvent depuis très jeune, de 14 ans, en travaillant ces chantiers nordiques. Ici, on a Tibor Pace, qui vient d'Hongrie, où il a survécu à la guerre. Il a participé à la révolution de 1956, lorsqu'il a été arrêté 12 fois par les forces occupantes. Il a passé 4 ans en grande mer sans toucher sol ferme et a travaillé au Pakistan et à Sri Lanka. Et donc, il n'est pas le seul personnage de même. On a un ingénieur qui a fui la Tchécoslovaquie. On a un autre ingénieur qui vient de l'Haïti et formé à Porto Rico. Il y a aussi plein de Québécois et de Terre-Neuviens, dont Marge Paquette, qui vient de Val-d'Or. Elle est la 10e de 19 enfants et responsable de la cafétéria du camp principal. Elle témoigne que c'est plus civilisé dans le Nord. Et donc ça, c'est un témoignage qui se répète, que souvent les gens trouvent qu'être dans le Nord, les gens sont très accueillantes, ils s'entraident, et en fait, c'est très cosmopolite. Et donc, attiré par ce chantier isolé, que ce soit pour amour de la vie du Nord ou pour échapper à la pauvreté qui est souvent aussi témoignée. Ces travailleurs sont témoins de difficultés dont les journalistes et les politiciens, comme Louis vient d'évoquer, parlent rarement. Et donc ici, on voit un peu la nature extrême de ces chantiers-là. Et dans la carte, ça ne se voit pas très bien, mais on voit un peu à quel point les chantiers de construction sont même encore plus éloignés du camp principal, où il y aurait des services, etc. Et donc, à cause de cet éloignement, parfois lors des accidents, ça entraîne des retards de plus de 12 heures dans les soins médicaux.
Et donc, ce chantier est dangereux et a été le scène de milliers d'accidents, dont certaines ont été mortelles. Et donc, ici, on inclut certaines photos, les détails de ces histoires se trouvent dans le livre. Je pense que la CSST, les gens de la CSST feraient peut-être des attaques en voyant des conditions de travail telles, mais on n'avait pas ces mesures de sécurité-là, on ne connaissait pas tous les dangers que représentaient ces chantiers. Bon, ces histoires humaines qui, effectivement, sont beaucoup... dont on ne connaît plusieurs de ces histoires qu'on ne connaît pas, puis c'est un peu malheureux parce que c'est vraiment des grandes œuvres, puis il y a des gens qui sont certainement très fiers d'avoir contribué à ça, puis on passe ça sous silence, et on ne retient surtout que l'inéquité dans le partage des profits ou de la richesse que ça a créé. Donc, cet écart, à la fois un écart énergétique et un écart économique qui se creuse entre Terre-Neuve et Labrador, là. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, Camilla. Oui, dans le fond, tout à l'heure, on parlait de des grands avantages que... Aïe, micro. Non, excuse-moi. On n'a pas l'habitude. OK. C'est ça. Ce que je disais, c'est qu'on vient de voir beaucoup d'avantages que le Québec a retirés de ce projet-là. Pendant ce temps-là, la réalité n'était pas tout à fait la même pour Terre-Neuve. On dit même que c'était plutôt décevant. Ici, je vais juste donner quelques chiffres pour montrer ces écarts socio-économiques qui se sont installés en relation avec l'électricité entre Terre-Neuve et Québec. On va d'abord dans les deux premiers en haut, deux indices différents, donc la facture annuelle de l'électricité par ménage et le coût moyen par kilowattheure du secteur domiciliaire, qui a augmenté de manière beaucoup plus importante à Terre-Neuve à partir de 1974. À savoir aussi que le barrage a été mis en marche, la centrale, en 1972. C'est important aussi de mentionner qu'avec Muskrat Falls, il y a un autre bond important du tarif d'électricité pour les ménages. Et ça, c'est dans les dernières années. Le revenu moyen, alors maintenant, je vous amène aux deux graphiques en dessous. Le revenu moyen par habitant a augmenté, oui, mais il a stagné surtout à partir de 1975. Et ça explique aussi pourquoi la consommation d'énergie a aussi stagné à Terre-Neuve. C'est sûr qu'on ne peut pas faire une cause directe, unique par rapport à Churchill Falls, mais clairement, il y a une influence. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que dans le même contexte économique mondial, d'inflation, etc., la courbe du Québec, elle, continue à monter sans arrêt. De là s'installe vraiment une espèce d'écart entre les deux provinces. Et c'est peut-être aussi, ça contribue peut-être aussi peut-être qu'on avait survendu les retombées que pourrait avoir sur Terre-Neuve ce projet-là. Donc, c'est le mythe de la croissance, et donc, parce qu'on voit bien que les tarifs... C'est pas nécessairement la population. Non, mais c'est ça, exactement. On leur a survendu peut-être les bénéfices qu'ils pourraient en tirer, et ça contribue à tous ces mythes. Tout à fait. Ici, je vais partager deux cartes que Angela Anton nous avait partagées dans sa présentation. Celle-ci, et les deux montrent un très grand paradoxe. On rappelle que Churchill Falls, c'est aujourd'hui un des plus grands barrages au Canada. Et pourtant, je vous amène à la carte à droite, à gauche, là, celle-là, à l'autre côté, avec les pourcentages. la bleue, excusez. À vous montrer que, en fait, Terre-Neuve et Labrador, c'est la province avec le plus haut taux de pauvreté énergétique au pays. Et juste à côté, il y a le Québec qui a le taux le moins élevé. Donc, premier paradoxe assez parlant, assez frappant. Et cette carte, en fait, elle nous montre autre chose, c'est que Newfoundland et Labrador Hydro, qui est maintenant celle qui gère la centrale de Churchill Falls, pour approvisionner les populations du Labrador, en fait, c'est des centrales au diesel qui sont coûteuses et extrêmement polluantes. Donc, on a aussi un autre paradoxe ici. Donc, une des centrales qui rapporte énormément d'énergie au Québec, au final, au Labrador, on se retrouve avec des centrales au diesel. Mais par contre, une petite lueur d'espoir, ça nous en prend des fois. Le deuxième point à partir du haut, à Nain, ça s'appelle,
qu'on retrouve dans le gouvernement autonome du Nunavut, donc c'est le gouvernement autonome de la communauté inuit du Labrador. Et là-bas, on développe des micro-réseaux solaires. Et c'est un modèle, en fait, qui pourrait être développé sur tous les points noirs qu'on voit, ça c'est toutes les centrales au diesel, qui pourrait être pour changer à l'énergie solaire pour remplacer l'énergie du diesel. Mais en fait, ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles nous montrent? C'est qu'avec ces grands projets de barrage, on se retrouve constamment dans cette histoire d'accumuler de l'énergie juste pour l'accumuler, comme tu disais, et non nécessairement pour le bénéfice des populations qui devraient se voir bénéficier par celle-ci. Au contraire, ce qu'on voit, c'est une dynamique où elle se voit fortement affectée. Puis dans ce cas-ci, c'est particulièrement les populations autochtones qui se voient affectées. Il y a un autre petit mot d'Angela qu'on va inclure. Et brièvement, avant que je passe la parole à Angela, qui va parler de son œuvre d'art ici qui s'appelle Have Not, il faut juste expliquer un peu ce que c'est une province Have Not. Et c'est en fait en parlant avec Camilla quand on préparait cette présentation que j'ai appris que le concept central, qui est central à l'identité à Terre-Neuve et Labrador ne semble pas exister vraiment au Québec. Et donc, une province Have Not est une province qui reçoit des transferts via le système de péréquation fédérale, car sa capacité fiscale par habitant est inférieure à la moyenne canadienne. Tandis qu'une province Have n'en reçoit pas pour la raison inverse. This is an art installation that I made in 2008 when Newfoundland and Labrador became a have province for the first time since joining Canada in 1949. Have, according to the federal government's equalization formula. And I called this piece Mishta Shipu because it is about electricity. And Mishta Shipu is the Inuamuan word for the Churchill River. I wanted to acknowledge the Indigenous ownership of that resource. This piece is part of the provincial art collection. It's powered by hydroelectricity, and the neon blinks on and off to reflect the boom-bust nature of resource-based wealth. Sometimes you see the pink word have, and sometimes you see have not. It's a critique of extractive practices, how we relate to the resources of Labrador, and how we define wealth. Ça va. On a parlé justement de ce partage des richesses, là. Et tout ça, ça nous amène effectivement au contrat. Hein? On dit un contrat, c'est un contrat. Pour paraphraser quelqu'un qui est passé à la commission Charbonneau, un chum, c'est un chum. Ici, c'est un contrat, c'est un contrat. Et on pourrait se demander, oui, mais pourquoi diable le gouvernement de Terre-Neuve a accepté de signer ce contrat-là? Est-ce que dans quel contexte là, tout ça s'est passé, s'il vous plaît? Vous nous en parlez un peu? Ouais, oui, et donc, avant de vous inquiéter qu'on parle de contrat, il y a un moment d'intrigue là-dedans à l'intérieur de l'histoire. Donc, genre, watch this space. Donc, brièvement, juste pour, mettre la table, je vais juste noter les aspects principaux du contrat qui sont devenus controversés. Et donc, selon le contrat, Hydro-Québec reçoit 90% de l'énergie du barrage à un tarif qui est très avantageux pendant 65 ans. En plus, ce tarif diminue dans le temps. Right? Et donc, ça commence à 0,3 centimes par kilowattheure en 1976, et rendu à 2016, ce tarif est de 0,2 centimes par kilowattheure, comme Camilla a évoqué, est quasi similaire à la gratuité. Par comparaison, l'électricité de la baie James coûte au moment de sa mise en service environ 10 fois plus à produire, right? Juste pour produire. Et donc, en plus, le contrat ne contient aucune clause relative à l'inflation, ni pour les coûts d'entretien du barrage qui vont augmenter avec sa vieillesse. En fait, même en 1968, le prix de 0,2 centimes par kilowattheure après 2016 est considéré insuffisant, voire dérisoire, par même Hydro-Québec, qui estime que les revenus touchés par CFL-CO, donc l'entreprise qui gère le barrage,
serait insuffisante pour couvrir ces coûts d'exploitation du barrage, sans compter des coûts d'entretien d'un barrage qui alors aurait vieilli de plus de 40 ans. En fait, CFLCO se retrouvera dans cette situation à bord de la faillite vers la fin des années 90. Et donc, si on regarde cette photo, c'est une photo de la signature du contrat dans les bureaux de Brinko à Montréal le 12 mai 1969. On peut voir qu'on a les représentants de CFLCO, on a 7 représentants d'Hydro-Québec, le président de Brinko et un représentant de la maison financière de Morgan Stanley. Les gens qui ne sont pas là, c'est les représentants politiques de ni l'un ni l'autre des provinces. Donc, souvent on va dire c'est un contrat entre Terre-Neuve et le Québec. En fait, c'est un contrat entre CFLCO et Hydro-Québec. Et donc, important là, on arrive à l'intrigue, donc le contrat devient plus intéressant. Au moment de la signature du contrat, Brinko détenait environ 60% des actions en CFLCO, Terre-Neuve 9%, mais Hydro-Québec y détenait environ le tiers. Donc, la majorité de ces actions ont été acquises lors de la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec en 1963. Et c'est une situation qui est très perturbante pour le gouvernement de Terre-Neuve ainsi que CFLCO. Et pourquoi? Parce que alors, Hydro-Québec se trouve des deux bords de la table de négociation. Et donc, il va bien profiter de cette situation-là, comme on y craignait les autres partenaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Arrivé 1968, donc on a une entente depuis 1966. 1968, on est toujours en négociation. Il y a une réunion du conseil d'administration de CFLCO. Lors de cette réunion, il est dévoilé que CFLCO arrive au bout de ses ressources et n'aura que 2 à 3 mois de plus pour fonctionner. Right? Donc, les ressources vont arriver à leur fin. Et donc, Hydro-Québec, qui est témoin des représentants d'Hydro-Québec, témoin de cette information-là. Quelques jours plus tard, il dépose une nouvelle entente avec des modifications majeures, dont cette 0,2 centimes par kilowattheure après 2016, avec d'autres stipulations aussi. Et donc, sans la signature du contrat, CFLCO ne pourra pas accéder à d'autres prêts pour continuer ses activités, tandis que depuis plus de 2 ans, il dépense avec l'entente de 66. Right? Et donc, à bord de la faillite, CFLCO accepte ces nouvelles conditions. Le premier ministre de Terre-Neuve est informé peu avant le dévoilement du contrat, alors que c'est déjà un fait accompli. En ce qui concerne la population de Terre-Neuve et Labrador, ce n'est qu'en 1972, soit 3 ans plus tard, avec l'élection d'un nouveau premier ministre, Frank Moores, que les détails du contrat seront connus dans la province, ce qui déclenchera en fait la controverse. Et donc, c'est vrai que la controverse nous amène à toutes ces poursuites devant les tribunaux pour discuter du contrat, pour tenter de faire invalider le contrat. Et vous avez ce concept d'une approche, en fait, vous avez analyser tout ça selon une approche de géographie critique, où vous analysez le lien entre la loi et les pouvoirs juridiques, mais aussi en regardant les liens avec les discours techniques et les pouvoirs économiques qui s'entremêlent à travers tout ça. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail, nous éclairer sur ça? Oui, tout à fait. Et donc, en général, selon plusieurs chercheurs, je vais changer dans une minute, pas encore. La loi vise à maintenir les pouvoirs existants et à accentuer les inégalités déjà présentes. Ici, les discours techniques et scientifiques sont souvent mobilisés, donnant un vernis d'objectivité qui dissimule l'importance des relations de pouvoir en place. Les inégalités issues du contrat de Churchill Falls se reflètent ainsi dans les résultats des procès et dans l'application des lois en vigueur, qui en réalité perpétuent le statu quo dans la répartition des coûts et des bénéfices du projet. Et donc, je ne sais pas si on reconnaît ce monsieur-là.
Oui, un petit peu. C'est une ancienne premier ministre. Ah, ça vient. Oui, Maurice Duplessis, exactement. Donc, on a devant nous Pierre Elliott Trudeau lors de l'inauguration du barrage de Churchill Falls. Et à côté de lui, on a un Rothschild, mais c'est une autre histoire coloniale. Anyway, donc, il est là parce que le fédéral et les institutions du gouvernement fédéral jouent un rôle important dans le renforcement des relations de pouvoir en place à travers le système juridique de 4 façons principales. La première, c'est la promulgation d'une loi qui favorise Hydro-Québec en diminuant les recettes fiscales qui touchera Terre-Neuve sur la vente de l'électricité de Churchill Falls. Une deuxième serait la non-application des lois qui octroient à l'autorité fédérale la responsabilité d'assurer la circulation des biens et des services traversant les frontières provinciales. Donc, rappelons que les gouvernements du Québec successifs ont refusé de laisser circuler l'électricité de Churchill Falls sur son territoire, insistant pour qu'Hydro-Québec l'achète à la frontière pour la distribuer ensuite. En troisième, on a l'imposition des conditions qui empêchent à Terre-Neuve de profiter de certaines lois déjà en vigueur. Et donc, par exemple, en 1980, une loi est adoptée au fédéral qui contraint le Québec à laisser circuler l'électricité sur son territoire, tout comme le gaz naturel et le pétrole. Toutefois, l'Office national de l'énergie stipule que Terre-Neuve ne peut pas utiliser les lignes d'Hydro-Québec et doit donc exproprier un corridor à travers le Québec et construire ses propres lignes, ce qui serait impossible à réaliser pour la province. Donc, la loi, en fait, n'a pas d'applicabilité. Et quatrième, l'approbation serait l'approbation de l'export de l'électricité par Hydro-Québec, même quand Terre-Neuve y demande l'accès. Et donc, on va voir un exemple de ça tantôt. Et donc, il y a eu 2 procès principaux. Il y a eu une troisième en 2018. Donc, je vais juste parler du premier ici, qui date de 1982. Et donc, je vais juste aborder un peu de contexte pour ce procès-là, avant de procéder. Et donc, par un souci de réclamer ses droits sur le territoire du Labrador, de développer les ressources hydroélectriques et d'en profiter, en 1966, Terre-Neuve entame un projet pour le développement du bas Churchill. Donc, c'est la partie plus basse du fleuve, hein, vers la mer. La province a besoin de 800 MW du barrage du Churchill Falls pour satisfaire les investisseurs du projet et pour obtenir l'approbation du gouvernement fédéral pour la construction du tunnel sous-marin acheminant l'électricité à l'île de Terre-Neuve. Donc, rappelons que Terre-Neuve, c'est une île, le Labrador, c'est sur le continent nord-américain. Tandis que le président de CFLCO juge que cette électricité est nécessaire, ça c'est une citation, juste pour garder les lumières allumées à Terre-Neuve, Hydro-Québec reste ferme sur le fait qu'il ne peut pas céder cette énergie sans modifier ses plans de construction. Et donc là, on voit aussi en quoi cette énergie est importante pour la réalisation des projets dans le Grand Nord. Toutefois, pendant les mêmes mois, Hydro-Québec dépose auprès de l'Office national de l'énergie une demande d'exportation de 800 MW, le même montant d'énergie, aux États-Unis, qui est approuvée par ce même office. Alors, Terre-Neuve intente un procès contre Hydro-Québec et CFLCO pour réclamer ces mêmes 800 MW. La province s'appuie sur le bail de 1961 qui octroie les droits de l'usage du rivière à CFLCO et qui stipule que Terre-Neuve a le droit de réclamer de l'énergie supplémentaire lorsqu'il est faisable et économique. Donc, les mêmes 3 paroles. Le procès a eu lieu en 1982. Le débat qui a déroulé sur 99 jours se réduit à l'interprétation de la notion de faisable et économique. Selon la Cour,
la construction d'une ligne de transport sous-marine entre le Labrador et l'île de Terre-Neuve aurait été trop complexe et trop coûteuse pour la province, compte tenu de la rigueur du climat dans la région. Pardon. Ainsi, étant donné que la province ne dispose ni des moyens économiques ni des capacités techniques pour répondre à ces exigences, elle ne peut pas mobiliser la loi en sa faveur. Cependant, en 1974, une étude de faisabilité démontre qu'il est possible de transmettre l'électricité du Labrador vers l'île de Terre-Neuve. En fait, les premiers câbles télégraphiques transatlantiques existent déjà depuis plus de 100 ans au moment du procès, et l'île de Terre-Neuve est au centre de ce réseau. Donc, on voit ces lignes qui traversent l'Atlantique de Terre-Neuve menant en premier télégraphe, après téléphone dans les années 50. En ce qui concerne les câbles à courant continu haute tension, dans ce qu'on aurait besoin pour transporter l'électricité, le premier a été installé en 1954 dans la mer Baltique entre la Suède et l'île de Gotland. Aujourd'hui, les câbles sous-marins sillonnent les océans, permettant les télécommunications et le transport d'électricité sur de vastes distances. Et donc, en réalité, ce qui n'est ni faisable ni économique, c'est le maintien du contrat tel qu'elle est sur le long terme. Et donc, on a déjà écouté comment, en 1968, Hydro-Québec exprime déjà qu'à ce prix-là, on ne va pas pouvoir protéger CFLCO de la faillite. Et donc là, c'est le leader de l'NPD de Terre-Neuve qui le répète en 1988. Et quand Brian Tobin devient Premier ministre de Terre-Neuve en 1996, il annonce que le gouvernement de Terre-Neuve se retrouve dans une situation où il pourrait être contraint de cesser les opérations du barrage s'il n'y a pas de renégociation du contrat. Avec les coûts d'entretien croissants liés à l'âge du barrage et à l'inflation, Terre-Neuve ne tirera bientôt aucun profit et devra même investir pour assurer son maintien. Dans un document révélé par Le Devoir en 1999, il est montré que cette situation préoccupe tout autant Hydro-Québec, dont l'ensemble de la politique énergétique depuis 1995 vise à contourner la possible faillite de CFLCO. Alors, tout le monde le savait un peu, là, que ça allait pas bien, hein? Et tout le monde essayait d'en tirer un peu profit. Et ce qui est étonnant, là on arrive presque on est à la fin, et on n'a à peu près pas parlé de ceux qui occupaient ce territoire-là, à savoir les Inuits, les Inuits et même des peuples métis. Moi, j'ai appris l'existence d'un peuple métis au Labrador. Et je pense que dans ces renégociations de contrats, c'est là qu'on a vu la parole des premiers peuples, de ceux qui ont occupé ce territoire-là, a repris un peu le dessus. Là, et on a entendu parler de ces gens-là, des premières contestations, pour reprendre un peu de contrôle sur ce territoire-là. Et donc, est-ce qu'on voit comme la naissance ou le retour de cette parole autochtone, des revendications des premiers peuples contre certains projets extractivistes qu'on a vu apparaître à cette époque-là, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, c'est tout un mouvement qui devient de plus en plus grand au Canada et qui s'inspire du mouvement des cris contre le projet de la baie James. Donc, à partir de la signature de la Convention du Nord et de la baie James en 1975, on voit vraiment un mouvement de plusieurs communautés autochtones un peu partout dans le pays qui émerge. C'est le cas au Labrador aussi, où notamment les communautés Innu tentent de conformer d'affirmer leur territoire, le Nitassinan, en conformant l'organisation de la Innu Nation. C'est aussi le cas pour la communauté Inuit du Nunatsiavut et la communauté métisse du Nunatukavut. Bien que ça vienne à partir des années 70, pour ce qui est de Churchill Falls, c'est à partir des années 90 que les membres de la Innu Nation, parce que c'est sur leur territoire, le Nitassinan, que le projet est situé,
qu'on a commencé à se mobiliser pour réclamer les dommages que ce projet-là a eu sur leur territoire, leur mode de vie et leur écosystème, de quels ils dépendent, leur culture, etc. Et c'est là, on voit ici une photo au moment où, comme disait Catherine, CFLCO était sur le bord de la faillite. Les deux premiers ministres de chaque province, donc ici Brian Tobin, puis je pense Lucien Bouchard, si je ne me trompe pas, se réunissent à Churchill Falls. Ils se sont tout de suite vus chassés par les Inuits qui réclament, qui n'ont jamais consenti à ce projet-là. Ce n'est qu'en 2011 que le New Dawn Agreement qui a été signé et qui reconnaît effectivement les dommages causés et qui vont donner droit à une récompensation monétaire rétroactive à la communauté Innu. Et ça va créer aussi un précédent pour les prochains projets à venir, notamment à Muskrat Falls, où effectivement, cette fois, Muskrat Falls est situé sur le territoire Inuit, donc au Nunatiavut. Donc, ceux aussi vont avoir un droit de regard et une compensation financière pour le projet de Muskrat Falls. Ceci étant dit, même si les relations semblent un peu plus reconnues, c'est loin d'être parfait. Et c'est pour ça, entre autres, qu'en 2016, on peut changer de photo. En 2016, on voit beaucoup de blocages et de manifestations de la part des communautés inuites qui sont affectées par le projet de Muskrat Falls, qui a été annoncé par le gouvernement en 2010. Et ici, dans cette photo, la première, on voit notamment une pancarte de Support Billy. Billy Gauthier, qui est celui qui a gravé le crâne de baleine au début qu'on a vu. C'est cet artiste qui a fait une grève de la faim de 30 jours pour faire le point sur la nécessité d'améliorer la gestion environnementale du projet durant la construction, mais aussi après la mise en opération. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce mouvement-là, mais une de celles-ci, c'est la présence potentielle de méthylmercure en aval de la centrale. Le méthylmercure, pour ceux qui ne savent pas, c'est une substance empoisonnante qui peut être consommée par les poissons et les animaux de la région et qui peuvent affecter les communautés qui dépendent de la chasse et de la pêche pour leur subsistance dans cette région. C'est important de dire que c'est une substance qui se libère par la décomposition des matières organiques des arbres. Donc, déjà, probablement par les activités minières, il y a déjà une présence de mercure. Ensuite, avec l'inondation, toute la matière organique vient méthyliser la substance et la rend potentiellement extrêmement dangereuse. Et ici, juste, on l'a mis au centre, mais je l'ai amené ici. Muskrat Falls, c'est un livre dessus qui me parle vraiment très, très bien, qui documente tout ce mouvement-là, puis un peu les effets que la population maintenant du Labrador, de Terre-Neuve et même des États-Unis conteste. On commence à devenir de plus en plus conscient des impacts de ce genre de projet. Et aussi, tout comme Billy Gauthier, il y a beaucoup d'autres artistes, militants inuits, métis, qui cherchent à entendre leur voix, à faire entendre leur voix, à affirmer leur histoire propre, leur culture unique et millénaire, et surtout la présence de leur présence sur le territoire. Et parmi eux, on trouve Ozzy Michelin, Inuit, journaliste indépendant, une voix assez importante, autant sur la culture que la politique au Labrador. Puis je pense, Catherine, tu voulais en parler un peu. C'est un petit mot aussi sur les autres recherches qui se font. Et donc, présentement, Ozzy Michelin, il a un long parcours de journaliste et documentariste. Il fait sa maîtrise en Arctic Studies au Labrador. Justement, sur les impacts de Churchill Falls, son père était trapper et a fait une série d'entretiens avec des gens qui ont vécu ces territoires avant l'inondation avec le barrage de Churchill Falls. Donc, c'est des travaux très importants aussi à venir qui parlent de ces sujets-là. Je pense que là, on peut passer aux deux dernières œuvres d'art d'Angela. Ouais. Bon, ça, c'est deux œuvres d'art qui parlent justement, qui manifestent la vision des communautés, des artistes ici qui sont Inuits, comment eux visualisent et représentent le projet de Muskrat Falls. This is a piece by Inuit artist Heather Campbell. It's called Methylmercury. It depicts Inuit sea goddess Iniyayuk, half woman, half beluga.
Methylmercury is a neurotoxin, and it is now polluting indigenous food webs downstream from Muskrat Falls, where Inuit and Innu people hunt and fish. Campbell says the poison is grasping the figure's neck and represents another form of violence against indigenous women. This is Rhonda Pelly again, and she says the Eight of Cups reflects on how Muskrat Falls has transformed the land, poisoned the water. The transmission towers are stripped of purpose, transmitting nothing to nowhere, while the bodies of the women are the flowing currents of life itself. They march out with 8 golden buckets, carrying what life remains. This is a reference to outmigration, and I should explain that there are 2 major cultural events that really mark Newfoundland and Labrador culture, and are at the root of many political decisions. The failure of Churchill Falls is the first. Then the second is the loss of 10% of our population after the 1992 cod moratorium. These 2 potent cultural events continue to influence political decision-making, especially around energy, and contribute to an unhealthy obsession with extractive megaprojects, with little regard to the environmental or financial costs, to the well-being of citizens, and to Indigenous sovereignty. C'est fascinant de voir. J'ai une petite note. Tout à l'heure, vous aviez dit que effectivement, Churchill Falls a servi un peu comme de terreau d'apprentissage pour Hydro-Québec, là, pour après ça construire d'autres grandes centrales. On aurait pu souhaiter qu'Hydro-Québec apprenne aussi de la relation avec les peuples et les populations locales, parce que quand on a construit la baie James, on n'a même pas pris la peine de viser ces gens-là qu'on était pour inonder leur territoire, là. Les cris l'ont appris à la radio, là, que le projet se ferait sur la Grande Rivière. Alors, c'est un petit peu triste de voir qu'on n'a toujours pas appris de ça et finalement, tous ces grands projets-là se font toujours au détriment d'une population, d'un territoire. Bon, c'est un peu triste. Mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire de Churchill Falls n'est pas complètement écrite. J'ai l'impression qu'il reste encore des grands chapitres. Vous avez contribué grandement à l'écrire, cette histoire-là. Mais l'histoire est toujours ouverte. Et d'ailleurs, vous terminez l'ouvrage avec cette phrase qui veut dire que l'histoire est encore ouverte. Alors, d'après vous, quels sont les éléments importants là, sur lesquels on doit continuer à réfléchir autour du projet de Churchill Falls? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme apprentissage aussi? Oui, et donc on arrive vers la fin, mais ce n'est pas en fait la fin pour les débats de Churchill Falls. Je viens de recevoir en fait un texto d'une tante à Terre-Neuve qui m'indique que c'est le débat sur cette entente avec Québec de 2024, décembre, qui fait un peu rage au Parlement législatif à Terre-Neuve aujourd'hui. Et donc c'est une histoire qui continue. On avait l'idée d'une entente il y a quelques années, et là depuis... toutes les personnes qui étaient parties prenantes de ces négociations sont parties. Le PDG d'Hydro-Québec, François Legault, le premier ministre de Terre-Neuve. Et en fait, le nouveau premier ministre de Terre-Neuve a été élu après une campagne électorale disant qu'il allait renégocier ce même entente et le dévoiler ouvertement au public et le soumettre à un référendum. Et donc, aujourd'hui, il reste 15 ans au contrat original et il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et on va tous dire un petit mot là-dessus. Et je soulignerai juste que la nouvelle entente qui là est genre mort, on dirait, c'est construit dans un moment où François Legault, Premier ministre du Québec, avait une vision de devenir le géant de l'énergie verte à travers les batteries, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi avec cette rêve-là? C'est que Northvolt a fait faillite, il y a eu plein de problèmes. Et donc, c'est juste pour dire que dans ces négociations, les visions d'une future économique de croissance sont toujours à y méfier. Right? Et donc, pourquoi pas mettre l'accent plutôt sur les relations sociales et environnementales si on ne peut pas se fier sur la permanence économique. Voilà. Wow! C'est ça, je pense que c'est aussi dit. Je pense ça coupe un peu avec ce que Catherine dit. Je pense que
on est dans un moment charnière non seulement politique, mais aussi on ne jure que par l'électricité maintenant, dans une période de transition énergétique, d'électrification d'absolument tout. Je pense qu'il faut quand même rester conscient que cette croissance illimitée d'énergie est aussi à réfléchir. Je n'ai pas une solution, genre bullet point sur comment faire, mais je pense que même si on est dans un territoire qui reste, il pourrait encore être énormément développé hydroélectriquement, est-ce que c'est parce qu'on peut qu'on doit le faire? Est-ce qu'on peut redéfinir nos façons de connecter avec ces territoires? On est tous allumés ici, on est en temps réel connectés avec tous ces barrages, et c'est déjà énorme. Donc, à ne pas prendre pour acquis, de un, et de deux, à réfléchir pour le futur. Est-ce que c'est une façon de continuer? C'est pas la solution parfaite, je pense, et c'est la réflexion sur laquelle moi je laisse ça. Moi, je vais aller d'un côté un peu plus personnel. Là. Dans le fond, ce qui a motivé un peu le début de cette recherche-là de mon côté, c'était ma quête un peu de me comprendre mieux en tant que Québécoise. Donc, tout au long de mon éducation, notamment dans les cours d'histoire, d'économie, de géographie pendant le secondaire, on dirait qu'on nous transmet un peu cette idée qu'on est un have-not province, comme une province have-not, comme expliquait Catherine tantôt. Donc, on dirait qu'on a ça comme gravé dans la tête aussi. Puis, j'avais l'impression que c'est pas toujours le cas, après avoir étudié un peu plus et discuté avec plein de gens et tout ça. Puis, dans le fond, où ce n'est plus le cas, et qu'un des éléments déclencheurs dans le fond, ce revirement de situation, c'est un peu Churchill Falls. Donc, quand on situe l'histoire d'un territoire en relation avec d'autres, on se rend compte que certaines croyances culturelles ne sont pas toujours fondées, et cela, ça permet d'évoluer en tant que culture et société. Donc, de rester ouvert et à l'écoute des territoires en relation avec nous. Donc, pour ça, je ne pense pas que c'est terminé. C'est en constante évolution. L'histoire reste ouverte et c'est important de ne pas fermer les livres d'histoire à cette possibilité d'évolution et de mutation. De se remettre en question, des fois. Ouais. Merci. Moi, je dirais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a cette bout du contrat qui dit faisable et économique. Maintenant, on l'a comme un peu modifié et on dit écologie ou l'écologie ou l'environnement et l'économie. Puis c'est tout le temps du côté de l'économie qu'on va. Hein? On dirait qu'on est encore dans cette même logique que l'argument économique c'est une condition. Domine ou est toujours préséant sur à peu près tout. Je vous permettrai de passer aux remerciements. D'abord, les co-autrices, je vous remercie de votre présence, d'abord de ce très beau travail et d'avoir accepté notre invitation de venir présenter votre ouvrage. Les presses de l'Université de Montréal qui ont édité le livre, ainsi que la Maison des affaires publiques internationales de l'Université de Montréal qui ont contribué ou participé à l'organisation de cet événement ce soir. Et Laure Anne Douchamp, qui est à l'IET avec nous, qui a organisé toute la soirée et tout l'événement. Merci, Laure Anne. Et finalement, vous tous et toutes qui êtes venus ici pour écouter cette présentation qui, je l'espère, vous aura ouvert un peu les yeux ou changé un peu votre perception du grand projet de Churchill. Et je vous invite à venir continuer la conversation avec nous dans le hall, acheter le livre et des dédicaces des Et juste avant, il y a une autre personne qu'il faut remercier, et c'est Louis Beaumier, qui a appuyé fortement l'ouvrage à travers l'Institut de l'énergie Trottier et aussi cet événement. Donc, merci beaucoup. Ça fut un plaisir. Merci beaucoup.